Dans cette capsule, nous allons introduire un tout nouveau concept physique qui s'appelle la quantité de mouvement. Ça va avoir beaucoup d'importance là, dans les problèmes où il va y avoir des collisions, des explosions, parce que dans certains cas, il va y avoir conservation de cette quantité qu'on appelle la quantité de mouvement. Donc, commençons par définir c'est quoi la quantité de mouvement. On vous dit, elle est par définition le produit de la masse par le vecteur vitesse. Donc, c'est relativement simple à la base. On prend tout simplement la masse de notre objet fois sa vitesse. On vous dit la quantité de mouvement est donc aussi un vecteur dans la direction de la vitesse, mais pondéré par la masse. Et là, c'est extrêmement important. La quantité de mouvement, c'est un vecteur. Donc, il va falloir le traiter ainsi, c'est-à-dire qu'il va y avoir une grandeur et une orientation associée à ce vecteur quantité de mouvement. La lettre qui est utilisée pour parler de la quantité de mouvement d'un objet, ça va être la lettre P minuscule. Donc, on va dire qu'un objet a une quantité de mouvement P égale à sa masse fois sa vitesse. Comme ça ici. On vous dit, en raison de la première loi de Newton, si la force résultante sur l'objet est nulle, la quantité de mouvement de l'objet sera conservée. Pourquoi? Parce que la première loi de Newton nous dit que si la somme des forces est égale à zéro, sa vitesse va être constante. Donc, si la vitesse est constante, ça veut dire que la quantité de mouvement ne sera pas modifiée. La quantité de mouvement est égale à une constante, ce qui veut dire que la variation de la quantité de mouvement de l'objet sera égale à zéro à ce moment-là. Par contre, si la force résultante sur un objet n'est pas nulle, il y a une accélération là, associée à notre objet. S'il y a une accélération, ça veut dire que la vitesse va changer. Donc, on est certain qu'à ce moment-là, il n'y aura pas conservation de la quantité de mouvement sur notre objet. Donc, on vous dit alors la quantité de mouvement de l'objet ne sera pas conservée. Pourquoi? Parce que la sommation des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et je vais remplacer l'accélération par sa définition, c'est-à-dire vitesse finale moins vitesse initiale sur l'intervalle de temps. Je vais réécrire ici sommation des forces égale m fois vitesse finale moins vitesse initiale sur un intervalle de temps donné. Ça va être égal à m v finale moins m v initiale sur l'intervalle de temps. Et finalement, on pourrait écrire, puisque m v finale, c'est la quantité de mouvement finale et que m v initiale, c'est la quantité de mouvement initial, on peut dire que la sommation des forces sur notre objet va être égale à la quantité de mouvement finale sur l'objet moins la quantité de mouvement initial de l'objet, divisé par l'intervalle de temps t. Par définition, on va dire que la sommation des forces va être égale à la variation de la quantité de mouvement sur un intervalle de temps. C'est une autre définition de la force. En fait, Newton avait préalablement défini la force comme étant la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. C'est plus tard qu'il en est arrivé à dire que ça correspondait à la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. S'il n'y a pas de force extérieure sur notre objet, eh bien, on va pouvoir dire que la quantité de mouvement, elle, va être conservée, c'est-à-dire delta P va être égal à zéro. Mais sinon, s'il y a des forces extérieures, à ce moment-là, delta P sur delta T est égal à la sommation de ces forces-là. On va appeler l'impulsion la variation de la quantité de mouvement. Donc, dès que vous voyez le terme impulsion, dites-vous que ça correspond à delta P de mon objet. Comme on avait que la sommation des forces est égale à delta P sur delta T, si on isole delta P, ça fait tout simplement somme des forces fois le temps. Une force associée pendant un certain temps crée une impulsion sur mon objet d'une variation de sa quantité de mouvement. Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il y a plusieurs objets d'impliqués? Tantôt, on a regardé la quantité de mouvement d'un seul objet. Maintenant, faisons une collision entre une masse 1 et une masse 2, de telle sorte qu'il va y avoir des forces internes entre les deux objets, donc dues à la collision. On va s'approcher, il y a une collision, et là, on va avoir une force faite sur 1 par la deuxième masse, et on va avoir une force faite sur la deuxième masse par la première. Donc, c'est principe d'action-réaction. Si je considère le système de ces deux masses-là, je l'ai encadré là, avec un pointillé, il n'y a que des forces internes associées à cette collision-là. C'est juste des forces liées à la masse 2 sur la masse 1 ou la masse 1 sur la masse 2. Il n'y a pas d'autres forces que celle-là. Qu'est-ce qui va arriver à nos quantités de mouvement
de chaque masse et qu'est-ce qui va arriver à la quantité de mouvement totale du système. On sait que la sommation des forces faite sur 1 par 2 va être égale à moins la sommation des forces sur 2 par 1 à cause du principe d'action-réaction. Ce sont des forces égales mais opposées. Donc opposées, je suis venu mettre un moins en avant de mon vecteur. Si je m'intéressais à savoir la variation de la quantité de mouvement de chaque masse, puis je les additionne, qu'est-ce que ça va donner? Donc vous allez voir pourquoi je fais ça après. Donc on va faire delta P1 plus delta P2. À ce moment-là, ben, delta P1, on a vu tantôt que c'était égal à la sommation des forces sur la masse 1, qui est la sommation des forces sur 1 faite par 2 dans ce cas-ci, fois l'intervalle de temps. Ça, c'était mon impulsion pour ma masse 1. Plus, normalement, ici, je devrais mettre sommation des forces faites sur 2 par 1, fois l'intervalle de temps, mais je vais remplacer sommation des forces sur 2 faites par 1 par moins la sommation des forces sur 1 faites par 2, à cause de l'équation qui est juste au-dessus. Donc, j'ai sauté une étape ici, mais ça fait apparaître 2 fois dans mon expression la sommation des forces sur 1 faite par 2. Et si je mets l'intervalle de temps en évidence, on voit que ça va donner sommation des forces sur 1 faite par 2 moins sommation des forces sur 1 faite par 2. Et ça va s'annuler, parce qu'ils sont pareils. Donc ça va être égal à 0. On peut dire que la variation de la quantité de mouvement de la première masse plus la variation de la quantité de mouvement de la deuxième masse va être égale à 0. Il n'y aura pas de variation de la quantité de mouvement totale du système. Pourtant, la première masse va changer sa quantité de mouvement, la deuxième masse aussi va changer sa quantité de mouvement, mais pas la somme des deux variations. Ça va être égal à 0. À partir de notre sommation des variations de la quantité de mouvement égale à 0 dans notre problème, on va juste détailler un peu plus cette expression-là. La variation de la quantité de mouvement de la première masse, c'est la quantité de mouvement de la première masse finale moins la quantité de la première masse initiale, plus la variation de la quantité de mouvement de la deuxième masse, donc P2 finale moins P2 initiale, égale à 0. En mettant toutes du même côté les initiales et toutes du même côté les finales, on obtient que P1 initial plus P2 initial égale P1 final plus P2 final. La somme de P1 plus P2, c'est-à-dire la quantité de mouvement de la première masse plus la quantité de mouvement de la deuxième masse, on appelle ça la quantité de mouvement totale du système. On fait la somme tout simplement des quantités de mouvement de toutes les masses en présence. Et lorsqu'on va avoir que des forces internes, on peut dire que la quantité de mouvement total avant un événement, avant une collision par exemple, va être égale à la sommation des quantités de mouvement après la collision, c'est-à-dire la quantité de mouvement totale après la collision. Donc je l'écris ici. Donc on peut dire que P total, qui est une constante, égale P initial, qui est égal à P final dans une situation donnée. Il ne faut pas oublier que P majuscule ici, c'est vraiment la somme de toutes les quantités de mouvement de toutes les masses qui sont impliquées. Et ça, c'est conserver cette quantité-là uniquement si on est en présence de forces internes. Jusqu'à maintenant, j'ai juste parlé de F sur 1 fait par 2 et F sur 2 fait par 1. Je n'ai pas mis de force extérieure au système. Donc, quand on va être en présence seulement que de forces internes, il va y avoir conservation de la quantité de mouvement total. Ce qui veut dire que la variation de la quantité de mouvement total sera égale à 0. Voici la conclusion que je viens de dire. Lorsqu'il n'y a que des forces internes d'impliquer, c'est-à-dire absence de force extérieure au système, la quantité de mouvement total est conservée. À ce moment-là, la variation de la quantité de mouvement total sera donc nulle. Et là, je me répète encore une fois, mais les quantités de mouvement de chaque masse peuvent changer, mais c'est la somme qui va rester identique. La quantité de mouvement totale, elle, va rester identique, bien que les quantités de mouvement individuelles des masses ne le seront pas. On vous dit, dans cet exemple, la quantité de mouvement de chaque masse est modifiée, mais pas la quantité de mouvement total du système de masse. Je pourrais écrire que la somme des quantités de mouvement avant une collision, comme dans le cas qui est ici, là, les deux masses qui sont rentrées en collision, je pourrais dire que M1, U1. Bon, c'est quoi U? On va définir U comme étant la vitesse initiale.
parce qu'à un moment donné, on va se ramasser avec des V initiales 1. Ça devenait un petit peu trop compliqué, donc je vais prendre la même notation que dans votre livre. Dès qu'on va parler des vitesses initiales, on va prendre U, puis quand on va parler des vitesses finales, on va prendre V. La masse 1 fois la vitesse initiale de la première masse, ça c'est la quantité de mouvement de la première masse, plus la masse 2 fois la vitesse initiale de la deuxième masse, ça correspond à la quantité de mouvement de la deuxième masse, est égal à M1V1 plus M2V2, où les V sont des vitesses finales dans notre système. On voit que on a écrit l'équation de la conservation de la quantité de mouvement total du système. Faites attention, ce sont des vecteurs, donc on doit mettre les flèches sur nos quantités, sauf si par la suite on se rend compte que la collision, par exemple, aurait lieu en une seule dimension. Parce qu'on va pouvoir réécrire notre équation en disant que M1U1 en X plus M2U2 en X est égal à M1V1X plus M2V2X. Puis je pourrais écrire la même chose en Y aussi. Mais au lieu de toujours trimballer le X et le Y si la collision a lieu uniquement dans une dimension, on peut juste faire sauter la flèche au-dessus du vecteur. Et à ce moment-là, par contre, il faut faire attention. Il faut vraiment exprimer nos vitesses avec les bons signes. Donc, si on est en une dimension, il va falloir se définir un sens positif pour nos vitesses. Et après ça, si la vitesse va en sens inverse, on va mettre un signe moins à notre vitesse. Vous regarderez ça dans les exemples. C'est un élément extrêmement important. C'est pas un scalaire comme l'énergie. Il faut vraiment le traiter sous forme vectorielle. Ensuite, jusqu'à maintenant, on a vu que on n'avait que des forces internes. Mais qu'est-ce qui arrive si j'ajoute une force extérieure à notre système? Exemple, si j'ajoute la force de gravité qui pourrait agir sur les deux masses en même temps, qui serait une force extérieure. On va réécrire encore une fois notre variation de quantité de mouvement, donc la somme des variations. On a vu que les forces internes, leur somme de forces donnait 0, donc je les élimine tout de suite. Il va me rester finalement que la sommation des forces externes fois l'intervalle de temps, qui était notre définition de la variation de la quantité de mouvement, définition de l'impulsion. Finalement, il me reste quoi dans mon expression de la variation de la quantité de mouvement totale? Seulement la somme des forces extérieures sur la première masse, plus la somme des forces extérieures sur la deuxième masse. Mais cette somme-là, je vais appeler ça la sommation des forces extérieures au système. Finalement, je peux écrire un peu comme tantôt, que la sommation des forces extérieures qui vont agir sur l'ensemble du système, que j'ai mis en pointillé ici, va être égale à la variation de la quantité de mouvement total du système sur l'intervalle de temps. C'est comme si le système de particules agissait comme une seule. Vous vous souvenez tantôt, quand j'avais qu'une seule masse, quand j'avais une force qui agissait dessus, je disais que c'était égal à sa variation de quantité de mouvement par rapport au temps. Là, quand j'en ai plusieurs, bien, la somme de toutes les forces extérieures qui vont agir sur nos masses va être égale à la variation de la quantité de mouvement totale du système sur l'intervalle de temps.